vous arrivez ici pour justement faire un front de solidarité familiale. C'était pas les plans. Et vous arrivez pour participer, contribuer donc à cette structure. Quelle est son histoire à ce moment-là quand vous la découvrez? Alors, quand j'arrive dans un hôtel-restaurant familial, j'ai envie de dire classique et traditionnel, deuxième génération qui l'exploite, puisque c'est la grand-mère de Solène, Jeanne-Yvonne Beckham, qui a créé cet établissement. C'est pas la famille, mais c'est la famille de fête. C'est la famille de fête, voilà. Donc j'y reste une saison, et puis ensuite avec Solène, on décide de poursuivre l'hiver. Je passe un premier hiver en Bretagne où je pense que tous les jours je lui dis écoute, ça va pas être possible, je vais pas pouvoir vivre ici parce que moi la météo ça me va pas du tout fait. Et puis au fil du temps, je me rends compte que je commence à aimer cette maison, que je commence à aimer ce territoire. Il faut que vous nous décriviez ce qui anime justement cette flamme qui naît à ce moment-là. Quand vous dites « je commence à aimer cette maison », qu'est-ce qui justement dans cet endroit commence à vous parler à ce moment-là ou dans ce que vous faites au quotidien? Où est-ce que ça se situe justement ça? Je pense qu'après quand même plusieurs années passées peut-être un peu seul, dans un univers de copains avec peut-être pas ce lien familial. Je suis arrivé ici dans une maison où il y avait un lien familial très fort avec une identité de génération puisque ça appartenait à la grand-mère, ensuite aux parents de Solène. Et puis j'ai tout de suite en fait apprécié ce fonctionnement familial de l'entreprise. Alors au-delà d'apprécier mes beaux-parents et que tout se passe bien au quotidien, je pense que je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis un peu tombé. Alors, je suis tombé amoureux de ma femme, mais je suis aussi tombé amoureux de cette maison. Et quelques années plus tard, quand on a dû prendre avec Solène la décision de savoir ce qu'on allait faire, en fait, j'avais pas d'autre idée que de racheter cette maison, en fait, tout simplement, parce que ça me faisait de la peine d'imaginer qu'elle puisse aller exactement échapper à cette famille. C'est ça. Et à la vôtre de fait. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaisait justement dans la façon dont eux, et que vous avez peut-être découvert, parce qu'en l'occurrence des maisons familiales, avec cette proximité-là forcément qui était la vôtre, vous n'en aviez pas connu avant? Non. Forcément. Qu'est-ce qui vous plaisait dans le quotidien de ce que vous observiez chez ces gens-là? Peut-être dans la manière d'appréhender leur métier ou leur... Ce qui m'a plu, c'est la liberté qu'ils m'ont donnée. J'ai la chance d'avoir un beau-père qui m'a toujours donné de la place dans la maison, sur du changement, sur des méthodes différentes, sur des idées. Et j'ai un peu cette problématique-là d'avoir une idée à la minute et ça continue malgré que l'âge avance. Donc je suis quelqu'un d'assez insupportable, mais mon beau-père m'a toujours ouvert en fait les possibilités en permanence en fait. Et je pense que c'est ça qui a été une locomotive pour moi. Ouais, vous avez un terrain de jeu, quoi. J'avais un terrain de jeu. Ouais, un terrain de jeu en plus où j'étais vraiment accepté, où mes idées étaient acceptées, mon caractère peut-être un peu moins parfois, mais ouais, je pense que c'est ça, c'est la liberté. J'ai eu accès à la liberté rapidement. C'est pas toujours facile, ce genre de contexte, ce genre d'incursion, parce qu'il y a un couple, il y a une famille, une belle famille. Et là, on a l'impression qu'il y a eu comme une espèce d'évidence, finalement, que... alors c'est ouais, mais si on remonte, en fait... alors ça, je pense que c'est des histoires de... je suis ouvert pour en parler, mais c'est des histoires de traumatisme, en fait. Mon papa qui disparaît, en fait, je pense que vous cherchez un autre papa, en fait. Donc, oui, c'est d'ailleurs de votre beau-père dont vous parlez spontanément. C'est mon beau-père, en fait. Et je me suis vite aussi attaché à mon beau-père et à ce lien qui s'est créé, en fait, où je dis toujours mon beau-père, c'est mon beau-père, mais c'est aussi un père et c'est aussi mon meilleur pote. Donc, voilà. Ouais. Oui, l'arrimage s'est fait avec une forme d'évidence. Oui. Quand vous parlez de ces débuts, justement, votre mission, elle va évoluer, on va le voir forcément, parce que vous allez vous déployer au sein de cette maison, du coup. C'est quoi les premiers temps? Vous vous occupez de quoi? On vous confie quoi? Puisque je sais que du coup, les terrains vont se... Alors, à l'époque, je m'occupais du traiteur. Hervé et Yvonne avaient une grosse activité traiteur parce qu'il faut comprendre que l'établissement, il y a une vingtaine d'années en arrière, il était pas comme il est aujourd'hui et qu'il fallait absolument faire du traiteur pour
pouvoir faire vivre cet établissement de manière annuelle. C'était un levier économique important. Donc, je m'occupais du traiteur, je m'occupais de créer des buffets en décoration, je m'occupais de faire les fleurs pour le restaurant, je m'occupais de faire des fiches techniques. J'avais un travail assez vaste, mais toujours avec un frein particulier pour la cuisine parce que je ne voulais pas y mettre les pieds. Donc, vous gravitiez tout autour, parce que là, ce que vous décrivez, toutes ces tâches sont vraiment jusqu'à faire de la déco, les fleurs. Je suis là, mais je suis pas vraiment là, mais je suis tout le temps là. C'est ça. C'était un peu ça. Et toujours à essayer de trouver des solutions, qu'elles soient économiques, qu'elles soient de changement, qu'elles soient de formation, et plein d'idées en fait qui arrivaient comme ça, où mes grands-parents ont continué à investir dans leur maison, où j'avais la chance de pouvoir y faire la décoration. Ils me laissaient carte blanche en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'ai eu quand même beaucoup de chance en fait, parce qu'on m'a laissé accès à ce que j'aimais en fait, tout simplement. Il y avait qui en face de vous? Donc ce couple de beaux-parents, votre compagne de fête, vous? Est-ce qu'il y avait d'autres membres? Oui, il y avait l'équipe qui était là, mais il y a 20 ans de ça, on était eux, ils étaient 3 de leur côté, c'était 3, on était peut-être 17, 18 à travailler dans l'entreprise, pas plus. D'accord. Donc c'était quand même un petit cadre, et c'était plaisant. Et alors vous ne voulez pas mettre les pieds en cuisine? Non, j'avais très peur de la cuisine. Mais ça se cristallise autour de quoi? Ça se cristallise autour de stages et d'ambiance où on rentrait dans les cuisines, parce que j'ai quand même été serveur ou chef de rang, où j'ai quand même été au contact, exposé, et rien qu'aux professeurs de cuisine dans les écoles, et aller faire un TP de cuisine, pour moi, c'était un nœud à l'estomac à chaque fois, en fait, parce que j'avais peur, parce qu'on se faisait engueuler, parce que c'était jamais bien, parce que c'était des métiers, je dis toujours, chargés de testostérone. C'est tout ce que j'aimais pas, en fait. Une forme de toxicité, en tout cas. C'était une forme de toxicité, complètement. Et je me sentais jamais bien, en fait, en cuisine, et je prenais jamais plaisir à faire une recette, que ce soit de la pâtisserie, que ce soit de la cuisine chaude. Je détestais ça, en fait, parce qu'il y avait une toxicité du métier, des TP, de cette ambiance qui me plaisait pas, où on sentait un stress permanent. Et je ne pouvais pas, et je ne voulais pas vivre de cette manière. Alors, je vais pas me réjouir de ce que vous avez vécu, loin de moi cette idée, mais je suis très heureux qu'on puisse faire entendre ça dans ce podcast, puisque de fait, la violence est un vrai sujet et qui parcourt beaucoup d'épisodes depuis toutes ces années où j'enregistre l'histoire des chefs. Néanmoins, c'est souvent des gens qui l'ont vécu, y ont survécu, l'ont parfois reproduit, mais qui l'ont traversé. C'est la première fois que j'entends quelqu'un et qui donne à entendre que, en fait, cette violence-là, elle peut faire qu'on dise non, je n'y vais pas. Vous n'auriez pu ne jamais franchir cette ligne. L'histoire va montrer que vous l'avez franchie finalement et que vous l'avez dominée, cette peur. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que pendant longtemps, vous avez dit à cause de ça, je n'irai jamais vers ce métier. Oui, complètement. J'ai pris la décision parce que de toute manière, c'est quelque chose que je ne voulais pas supporter. Et je suis fondamentalement une personne qui a besoin de s'exprimer. J'ai besoin de liberté, et j'ai besoin de créer. Et j'avais bien compris, plus jeune, que je ne pouvais pas faire ces 3 actions-là dans des milieux comme ça, et je pouvais pas y trouver mon bonheur. Donc je me suis plutôt dirigé vers des endroits plus calmes, plus apaisés, où j'avais le droit de m'exprimer, en fait. Et je ne voulais pas être sous l'impulsion de quelqu'un, en fait, parce que j'avais besoin de cette créativité pour être heureux, comme j'ai besoin encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais non, tout de suite, j'ai bien compris que tant que je n'avais pas la possibilité de faire les choses par moi-même, je ne voulais pas y aller. Et ce qui est une posture assez rare, parce que dans 90% des cas, les gens qui aspirent et ceux qui sont devenus chefs, globalement aspirent tous à se déployer à une forme de liberté. Néanmoins, ils ont enchaîné, ils ont passé 10, 20, parfois plus d'années à subir. Ouais, mais en fait, en espérant qu'un jour ils puissent se déployer. Ok, mais je pense que moi j'ai eu la chance d'être un trouillard et d'avoir peur, en fait.
Oui, ou tout d'être simplement. pleinement en raccord avec ses valeurs et dire je n'y vais pas. J'y vais pas parce que je ne suis pas allé parce que j'avais peur et que c'était une décision que j'avais prise. Mais c'était, parce que c'était de la peur. Ouais, mais qui évite parfois de faire des mauvais choix. Complètement. C'est parfois la peur, faut l'écouter, et pour le coup, c'est plutôt du bon sens. Comment ça va évoluer? Comment petit à petit, justement, vous allez déplacer un peu les terrains sur lesquels vous avez commencé à évoluer au sein de cette maison? Parce qu'on sent que petit à petit, vous allez prendre de plus en plus de place et qu'on va vous la donner, vous la confier et vous écouter. Alors, en fait, au final, c'est pas petit à petit parce que on est arrivé en 1999 avec Solène et en 2006, ses parents nous ont posé tout simplement la question de ce qu'on voulait faire plus tard. Vous voulez continuer. Et la décision, elle a été prise en 30 secondes. On a dit à Hervé et à Yvonne, nous, on veut tout simplement racheter cette maison. Et j'ai dit à mon beau-père, moi, j'ai envie de racheter cette maison avec Solène. On veut continuer l'histoire. Par contre, je ne me vois pas travailler avec un chef de cuisine. Donc, il va falloir que j'apprenne la cuisine. Et à partir de ce moment-là, de 2007 jusqu'à 2006, 2007 jusqu'à 2011, je suis rentré dans cette cuisine où il y avait des chefs, où il y avait cette tension. Je suis passé par tous les postes. Peut-être que j'étais un peu plus respecté que les autres parce que j'étais... Vous étiez chez vous? J'étais chez moi. Mais j'ai commencé en pâtisserie, ensuite je suis allé au garde-manger, ensuite je suis allé au poisson, ensuite je suis allé au chaud. En fait, j'ai progressé comme n'importe quel cuisinier. Vous êtes formé dans votre propre maison? Ouais. C'est plutôt rare comme mais je me suis formé, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que je me suis formé avec des collaborateurs, en fait. Et j'ai toujours eu l'humilité de ne pas savoir. C'était eux qui allaient m'apprendre, en fait. Parce que je connaissais pas le métier. À l'époque, j'étais pas encore chef, mais j'étais quand même le gendre d'eux. Mais c'est quelque chose que j'ai accepté et j'y suis allé avec beaucoup d'humilité et j'ai voulu apprendre avec beaucoup de respect pour les autres qui travaillaient avec moi, pour tous les collaborateurs de la maison. Et au final, ça s'est très bien passé. Alors j'ai pris... on a forcément honte parfois d'aller demander comment on découpe un poisson, comment on fait ci, comment on fait ça, comment ça se cuit. Mais bon, voilà, je suis passé par là. Donc, parfois, j'ai ravalé ma salive, c'est sûr, parce que il y avait une hiérarchie. La hiérarchie, on en parlera peut-être plus tard. Bien sûr, une forme de verticalité. Là, une verticalité où c'était compliqué parce que, en fait, j'avais peut-être une position dans la maison qui était un peu plus importante que d'autres personnes, si on peut appeler ça importante, mais c'était à eux de m'apprendre, en fait. Et je devais tout faire pour ce qu'ils acceptent, en fait, de m'apprendre ce métier. Ouais. Oui, sachant que la perspective est certainement, in fine, de l'apprendre, cette place. Ah, complètement, ouais. Donc, c'est pas facile pour eux de se retrouver à devoir transmettre, donner les clés avec l'idée que celui à qui on donne va nous prendre... Voilà. Pas simple. Et en se disant que il y avait toujours ce spectre de se dire, de toute manière, s'il fait des conneries, c'est pas grave, il sera protégé parce que c'est le gendre de la maison. Donc, c'était une situation un peu délicate que j'ai pas forcément bien vécue. Hein. Ouais, j'allais vous le dire parce que pour quelqu'un qui a peur de là, vous vous mettez dans un... Ouais, c'était une situation très particulière que j'ai pas... C'est un moment de ma vie où sincèrement, j'ai pas kiffé. C'était pas très joyeux, mais j'imagine. Assez inconfortable. Oui. Si on fait fi de l'inconfort et qu'on se concentre sur le geste, on se parlait de lever des filets ou des choses comme ça, quel était l'ADN de la cuisine de cet endroit qui devenait le vôtre et qui allait le devenir encore plus à l'avenir? C'était quoi la cuisine? C'était une cuisine très traditionnelle, très familiale, peut-être même un petit peu, comment dire, roboratif, ouais. Ouais, une cuisine classique, très traditionnelle. Porté un peu quand même sur les produits de la mer, bien entendu, parce on est au bord de la mer, et puis il y avait toujours aussi cette culture légumière du Nord Finistère, mais voilà, avec énormément de beurre, des choses. Une empreinte un peu bourgeoise. Un peu bourgeoise, ouais. Voilà, c'était une belle maison avec beaucoup de notoriété. Ouais. Et puis face à ça, à cette période en cuisine, aussi le devoir de continuer à aller à l'extérieur faire des traiteurs, des mariages, des choses comme ça, où pour moi c'était physiquement très pénible, très fatigant, des choses que j'aimais pas, des cumuls, mais que l'on était obligé de faire parce que c'était la seule manière de faire vivre la maison dans l'année. Donc beaucoup de concessions, énormément de concessions.
Ça va durer combien de temps, cette période de formation, en fait Alors, sur quelques... encore une fois, quelque chose de très rapide. C'était en 2011, donc 2007 jusqu'à 2011. En 2011, mon beau-père nous annonce un soir qu'il va participer à l'élection pour être vice-président national de l'UMI. Et il a été élu. Et j'ai envie de dire que du jour au lendemain, il est parti à Paris. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec Solène. Et ma belle-mère qui était encore à nos côtés, voilà, il fallait reprendre la cuisine. Bon, c'est à moi. Ouais, c'est à moi. Donc, pas mal de stress, pas mal de questionnements. Et une forme de libération peut-être aussi. Une forme de libération, pas tant, parce que j'ai perdu de la sécurité. Mon beau-père était plus là, donc j'ai perdu de la sécurité. Il fallait que j'apprenne rapidement comment faire. Au final, ça fait pas si longtemps que j'ai enlevé ce besoin de sécurité, je pense. Mais voilà, j'ai travaillé, j'ai foncé avec mes équipes que je ne manageais pas de la manière dont je les manage aujourd'hui. On va en parler de cette évolution parce que c'est intéressant. Il y a forcément une transition, elle peut pas être drastique et vous pouvez pas inverser la vapeur en 2 secondes. Ouais, c'était différent. Vous faites ce qui était fait la veille, j'imagine, quand vous vous retrouvez seul. C'est-à-dire que la carte, comme le management et l'organisation d'une cuisine, vous pouvez pas tout bouleverser. On refait tout comme la veille. On essaie de tenir... On refait tout comme la veille et c'est pour ça, c'est encore pas des années très satisfaisantes pour moi. Ouais. Non, pas très épanouissantes parce que j'avais du mal à gérer forcément l'ensemble. Je subissais une certaine pression, forcément. Et puis, à cette époque-là, en 2012, à la même époque à peu près, avec Solène, on décide d'investir et d'agrandir l'établissement. Donc, il y a aussi une pression financière qui s'ajoute, de suivi de travaux, de suivi de cuisine. Tout a été très vite, en fait, avec un risque entrepreneurial important parce qu'il fallait investir, avec des banques qui vous suivent pas forcément comme vous avez envie, avec énormément de problématiques, en fait. Tout ça pendant 2-3 ans, 2012, 2013, 2014. Et 2014, à l'époque, je courais parce que j'avais besoin de beaucoup extérioriser. Et puis un matin, je me rappellerai forcément toute ma vie, mais j'étais en train de courir à Kerema, là, sur la plage. Je reçois un texto sur mon portable pendant que je suis en train de courir d'un journaliste qui s'appelle Olivier Marie et qui me marque « Nicolas, tu as eu une étoile ». Alors, j'y croyais pas un instant, en fait. Donc, je rentre à la maison, je montre ça à Solène, je montre ça à mon beau-père. Et puis là, ça nous a un peu tous bouleversés, en fait. Mais elle a été nourrie de quoi ? Pardon, et on salue Olivier avec qui on était il y a très peu de temps, mais elle a été nourrie de quoi ? Parce que là, on passe de je dois tout prendre en charge, faire tenir cette maison telle que les gens l'ont connue, parce qu'au début, il s'agit presque de dire non, je suis pas là, l'essentiel c'est que déjà les gens voient que ça tient. Exactement. Vous décrochez une consécration. Ouais. Il y a eu du coup, ça sous-entend qu'il y a eu une petite amélioration Oui, il y a eu certainement une amélioration de la carte qui était proposée. À l'époque, je travaillais avec Manon Schenk, qui d'ailleurs maintenant, elle est étoilée en Belgique, Manon, depuis 2 ans. Je travaillais avec Manon, qui était une fille super avec qui on s'amusait, on travaillait beaucoup, mais avec des classiques. C'était, quand je repense, j'ai un grand sourire, mais quand je repense à l'étoile qu'on a eue en 2014, je sais pas comment on a eu cette étoile. Mais bon, elle était là et ça a changé le cours des choses parce que la maison s'est remplie de manière différente. Mais du coup, elle vous est vraiment tombée sur la tête, cette étoile, parce que vous l'aviez pas non, complètement. Mais cette étoile, alors la problématique de cette étoile, c'est, pour moi, ça a été une histoire, mais pendant des années, d'assumer ce truc, parce que je me sentais tellement pas légitime de cette étoile, et je n'ai plus, mais j'ai eu, mais pendant des années et des années, un complexe vis-à-vis des chefs de cuisine, mais vous pouvez pas vous imaginer, j'étais très mal à l'aise. Quand un journaliste arrivait et me disait « Bonjour Monsieur Conro, chef Conro », alors déjà quand on m'appelle chef Conro, alors quelle maison avez-vous fait auparavant pour décrocher cette étoile et tout ? Mais en fait,
mais moi, j'ai pas de maison, en fait. J'ai travaillé avec personne, j'ai travaillé ici. Et du coup, au lieu d'être, j'aurais pu être fier de ça. Bah oui, bien mais sûr. En fait, ça me mais ça me complexait, mais vous imaginez pas à quel point. Donc, j'ai été très, très mal à l'aise. Et sincèrement, pendant des années. Vraiment. Et ça a un effet, j'imagine. Dans un lieu, on n'est pas isolé ici, mais on n'est pas non plus dans une grande ville. Non. Donc quand on décroche une étoile, y a pas mal de regards qui doivent se tourner un petit peu plus loin. Mais complètement. En fait, ça vous met un peu comme une pression de dingue. Et en plus de ça, moi qui ne suis jamais satisfait de rien, j'étais pas satisfait de moi-même, donc je me sentais pas légitime. Comment on réagit à ça ? Parce qu'on imagine que même si aujourd'hui vous êtes justement... Vous avez forcément une plus grande assurance et une plus grande maîtrise, mais à ce moment-là, c'est pas le cas. Non. Parfois, on réagit par le stress. J'imagine que l'ambiance en cuisine ou l'énergie qui a suivi cette consécration inattendue, elle devait être un petit peu intense. C'était pas agréable. Ouais. Encore une fois, je sais qu'on va y arriver à cette histoire de moment où c'est agréable et épanouissant. C'était pas des années si agréables que ça. Alors oui, il y a le côté bling bling qui est très agréable où vous êtes mis en avant dans la presse, où en fait c'est un truc qui vous nourrit l'ego, quoi. Mais derrière, il faut. C'est pas mon bonheur, il n'était pas là en fait. Ouais. Comment vous allez justement arriver petit à petit ? C'est toujours progressif ces choses-là, mais à trouver vos marques. C'est pas progressif chez moi. Ça va toujours très vite. Bon, allez, stop. Non, on arrête chez tout, moi, c'est pas progressif. Alors, ok. Parce qu'il y a un monde entre et l'endroit et la cuisine que vous faites aujourd'hui pour avoir eu la chance de visiter tout ce que vous... Ouais. Et ce moment-là où l'étoile est tombée, ça n'a plus rien à voir, j'imagine. Non, ça n'a plus rien à voir, mais... Je dis en fin de parcours. C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais pour moi, il y a ce qu'on a connu avant le Covid et ce qu'on a connu pendant et après le Covid. Donc, vous allez continuer jusqu'en 2020, c'est 2020? Ouais, avec jusqu'en 2020, avec un certain mal-être. Ce mal-être de pas se sentir comme les autres chefs, ce mal-être de pas être aligné avec soi-même, de jouer un rôle de chef de cuisine. Je fais pas ma cuisine, c'est pas mes valeurs. Je pas de voyager, de regarder ce qui se passait à l'étranger, de se balader en Asie, un peu partout, de constater tout ce côté négatif du surtourisme, tout ça. J'avais une forme de mal-être parce que j'étais pas content de ce que je faisais, j'étais pas content de mes déplacements, j'étais pas content il y a un truc qui m'allait pas en fait. Il y a un sentiment de non-alignement. Vous vous sentez pas aligné. Ouais, je me sentais pas aligné. Vraiment pas. Mais comment parce que mais vous gérez, vous avez un établissement, il est étoilé, vous avez fait des investissements, comment on se couche le soir quand on a ce sentiment que ça répond pas et ça résonne pas avec ce que l'on est au fond? C'est hyper difficile pendant toutes ces années. Mais c'était un... Faut tenir, quoi. Faut tenir, on pense juste à l'investissement qu'on a fait et on se dit qu'on doit pas faire de conneries et qu'il faut foncer en fait et qu'il faut travailler et qu'il faut surtout pas se planter tout simplement, quoi. Cette pression d'investissement, cette pression financière qui ne me rend pas malade, qui ne m'empêche pas de dormir, mais m'obligeait qui guide un peu les choses à travailler de cette manière et à pas faire autrement. Jusqu'à cet arrêt, je sais plus, c'était le 13 ou 14 mars, où on venait de réinvestir pour refaire toute notre salle de restaurant. C'était un vendredi soir, il me semble, où on a fait le service et où à 20h, on a appris que le lendemain, on devait fermer nos restaurants. Et là, c'est un arrêt total avec beaucoup de peur, parce qu'on était en plein investissement, quelque chose de nouveau. On avait refait la salle, on avait refait le hall, on avait dépensé encore beaucoup d'argent et investi beaucoup pour refaire l'établissement. Et là, on se prend une grande claque et une grosse rouille en fait. Et le Covid nous arrête.